Merci de cette invitation et de cette occasion de parler un petit peu de sol. Sol dont je vais parler, non pas sous la forme d'un cours, parce que je pense qu'en fait on a tous eu des cours sur les sols, tous ceux d'entre vous qui sont ici, mais plutôt j'ai essayé de me concentrer sur un certain nombre d'éléments plus ou moins récents. Bon, certains ne le sont pas trop, mais ils ne sont pas forcément bien diffusés, au niveau des sols sous l'angle biotique, et plus particulièrement sous l'angle microbien. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'invisible dans mon titre. Donc, ce que j'ai essayé de montrer, c'est l'immanence, en fait, du monde microbien dans ce qu'on appelle le sol et dans ses effets sur l'écosystème. Je vais donc vouloir essayer de montrer qu'il est vivant, et dans cette démarche, je pense que l'orateur suivant aussi enfoncera aussi un second groupe d'arguments dans cette direction. Je voudrais commencer cet exposé simplement en définissant mon objet. Ce que je vais appeler ici le sol, c'est l'interface entre l'atmosphère et la géosphère. Et comme on va s'en apercevoir, il y a beaucoup de biosphères qui s'entrelarment à ce niveau. Ça, c'est l'objet de l'exposé. Mais enfin, pour moi, les sols, c'est une situation topologique. Et du coup, c'est typiquement une caractéristique des milieux où le dur, la géosphère, rencontre l'atmosphère. Et donc, c'est une caractéristique des écosystèmes terrestres. C'est quelque chose qu'on n'a pas dans les écosystèmes aquatiques, où, que ce soit la sédimentation ou l'entraînement par la vie fluide, va rapidement évacuer tout ce qui est meuble. Donc, défini comme ça, c'est une caractéristique des écosystèmes terrestres, on va voir que c'est quelque chose qui les façonne. Tout le monde pense qu'un écosystème terrestre, c'est ça. Je veux dire, ça peut passer pour une photo d'écosystème terrestre. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Un écosystème terrestre, c'est surtout ça. Et l'autre image, c'est un petit peu comme le persil ou la salade qu'on met dans une assiette à côté d'une tranche de saumon ou d'un beefsteak. C'est extrêmement monotone. Ça, c'est pas monotone. Le problème, c'est que cette échelle-là, ça peut paraître plus monotone que ça. Mais justement, en fait, ce qui se passe sous la surface du sol, c'est-à-dire quand on quitte la partie atmosphérique, eh bien, c'est le lieu d'une énorme diversité taxonomique. Cette diversité taxonomique, il y a tout un tas de méthodes d'études. Bon, il y a des méthodes d'observation directe, des méthodes d'observation par mise en culture. Je ne voudrais pas en faire un catalogue trop long, mais je voudrais insister sur des méthodes qui ont révolutionné notre façon de voir la diversité dans les sols, et d'ailleurs pas que dans les sols, dans l'eau, dans l'organisme humain, sur les surfaces d'un petit peu n'importe quoi. C'est les approches d'écologie moléculaire. Alors ces approches sont basées en fait sur l'utilisation de l'ADN comme preuve de présence d'organismes dans un milieu, même si on ne peut pas les voir, même si on ne peut pas les cultiver. Ces méthodes d'écologie moléculaire sont extrêmement puissantes. Elles consistent à amplifier par PCR un gène donné, souvent un bout d'ADN ribosomal. On obtient évidemment, comme il y a plein d'organismes présents dans l'échantillon qu'on a prélevé, plein d'amplicons différents, et on les clone pour les séparer, c'est-à-dire qu'on les met dans les plasmides, chacun, et ensuite on met chaque plasmide dans une bactérie, et on obtient des colonies bactériennes qui chacune portent un plasmide qui porte un des produits PCR, et donc la trace de la présence d'un organisme dans le milieu de départ. Il y a aujourd'hui des méthodes aussi de séquençage direct de produits PCR multiples. Je ne vais pas détailler la méthode de pyroséquençage, mais elle est en train de faciliter encore l'approche. Disons que classiquement, la plupart des travaux que j'ai présentés sont basés sur le séquençage de l'insert des plasmides dans des colonies d'Escherichia coli. Et ça vous donne une diversité d'organismes qui sont présents sur la base de leur ADN. Vous pouvez comparer cette diversité à la diversité obtenue par culture. On verra que cette comparaison est révélatrice. Et puis aussi un truc assez intéressant, c'est comme vous avez des petits bouts d'ADN, vous pouvez toujours les décorer avec une petite sonde fluorescente et les hybrider sur des échantillons environnementaux. Comme ça, à défaut de vraiment voir ou de vraiment pouvoir cultiver les organismes dont proviennent ces morceaux d'ADN, vous pouvez voir où ils sont. Dans les agrégats de sol, sur les cristaux, vous pouvez physiquement repérer où ils sont. Vous pouvez donc les visualiser grâce à ces étiquettes. Ces méthodes ne manquent pas de biais, parce que vous allez aussi amplifier des séquences d'organismes qui sont présents à l'état de propagule latente, mais pas actifs. Et puis quand vous faites votre PCR, vous savez que ça commence par les amorces, et ces amorces peuvent très bien ne pas bien reconnaître certains groupes. Et oui, elles sont dessinées par des groupes qu'on connaît. Donc c'est pas la meilleure façon de trouver les groupes qu'on ne connaît pas. Donc il y a des biais,
Enfin, c'est une méthode extrêmement puissante et qui révèle des ordres de grandeur. Alors, c'est difficile de parler d'ordre de grandeur parce que les sols sont extrêmement variables, verticalement et puis d'un site à l'autre. Mais vous voyez qu'on obtient, dans un gramme de sol forestier tempéré, on obtient de l'ordre d'au minimum 1 millier d'espèces de bactéries, pas loin d'à peu près autant d'espèces de champignons. Alors, l'histoire ne dit pas si certains ne sont pas des propagules à l'état latent. Hein. Un grand nombre de protozoaires. Ce qu'on appelle protozoaires, c'est collectivement tout un tas de lignées d'unicellulaires eucaryotes. Si on est plus en surface, il y a aussi les algues. Bon. Et puis, bon, un gramme de sol, ça peut être aussi un gramme de racine ou un gramme de vers de terre. Au total, pour juste brièvement fixer les idées quantitativement, vous voyez que dans un sol forestier tempéré, on attend 6,5 tonnes de biomasse à l'hectare. Hein, c'est donc assez important. Et si on ajoute cette biomasse au carbone mort du sol, la moitié du carbone des écosystèmes terrestres, en moyenne, est dans les sols. Chiffre qui varie grandement, qui est surestimé pour des sols tropicaux et sous-estimé pour des sols boréaux. Bon, donc effectivement, il y a énormément de carbone, et ce carbone est vivant, et il représente une grande diversité taxonomique. Alors, mon but n'est pas de faire un catalogue de toutes les espèces que l'on trouve, mais de rappeler quelques-uns des taxons majeurs qu'on rencontre. Alors d'abord, il y a une diversité qui est cultivable ou observable. Dans nos classes, je pense que la fraction la plus excitante observable, c'est la faune du sol. Bon, je ne doute pas que les expériences de... Je ne doute pas que les expériences d'isolement de cette faune avec un berlèse sont beaucoup utilisées à l'appui des programmes. Il y a aussi un certain nombre de bactéries qu'on peut observer. Parmi elles, je voudrais insister sur les bactéries filamenteuses qu'on a historiquement classées dans les champignons et qu'il ferait mieux d'appeler les actinobactéries. Les actinobactéries qui sont bien connues comme producteurs d'antibiotiques et qui ont une particularité importante, c'est d'être à la base de l'odeur du sol. L'odeur du sol, quand on dit ça sent la terre, eh bien c'est la géosmine, un métabolite bactérien mal connu quant à son rôle, bien connu quant à sa structure, donc qui est à la fois responsable de l'odeur de terre et puis aussi qui contribue à l'odeur de pluie. Vous savez, quand il pleut, non seulement le sol s'humidifie et les bactéries reprennent une activité notamment productrice de géosmine, mais en plus le remplissage des pores du sol expulse l'atmosphère du sol. Donc une partie de l'odeur de pluie, c'est ça, c'est l'odeur du sol. Alors il y a d'autres organismes, je vous connaissez bien, comme les champignons, qui sont eux observables éventuellement parce que les filaments à la bilo sont visibles. Ici vous avez des composeurs de bois mort. Et eux sont responsables de la synthèse d'octénol. L'octène 1-ol-3, c'est une molécule qui est dérivée d'un acide gras. Une molécule qui est dérivée d'un acide gras et qui est responsable de l'odeur de champignons. Bah, quand vous coupez un champignon de Paris, c'est ça. Et c'est une odeur que l'on retrouve dans les sols. On peut à l'odeur deviner si un sol contient beaucoup de champignons ou beaucoup de bactéries, selon le ratio entre l'odeur de terre, à proprement parler, et l'odeur de champignons. Je fais un détour sur cette histoire de bactéries et de champignons par ce qui est sans doute une des seules grandes règles dans le monde bactérien, qui est la règle qui gouverne le ratio bactéries sur champignons dans le sol. Ça dépend du pH. Vous allez voir par la suite que ce n'est pas indépendant de la qualité nutritive, de la quantité d'azote et de phosphate qu'il y a dans le système. Mais ça dépend largement du pH. Et c'est une des seules grandes règles d'écologie microbienne qui a été vraiment étayée ces dernières années, c'est que plus le pH est acide, moins il y a de bactéries. Et plus il y a d'organismes pas trop compétitifs quand les bactéries sont présentes, notamment plus il y a de champignons. Alors, on a, je ne vais pas rentrer dans une typologie détaillée de ça, mais il suffit de se balader dans la nature pour voir qu'il y a des fois des sols où il n'y a pas de matière organique, dans une pelouse, les feuilles mortes d'herbe sont très très peu abondantes. D'ailleurs, dans ces cas-là, il y a souvent des vers de terre. Et puis, il y a des sols où il y a beaucoup plus épais de matière organique, par exemple dans certaines forêts, dans certaines hêtraies, dans certaines pinèdes. Donc il y a visiblement une dynamique de la matière organique différente. Or, la dynamique avec l'accumulation de matière organique correspond à la présence de champignons et à des pH acides, tandis que la dynamique de recyclage rapide de la matière organique avec des vers correspond à la présence de bactéries. D'ailleurs, qu'est-ce qui mange les vers?
des bactéries. Donc en fait, la présence de verre est un indicateur de présence de bactéries. Et en gros, ça, c'est des sols qui vont sentir la géosmine, et ça, c'est des sols où avec un peu de chance, on va aussi avoir une odeur de champignons. Alors, je schématise, j'imagine que Christian Bock, qui m'a appris des choses beaucoup plus subtiles à ce sujet, doit être mort de rire à l'intérieur. Mais en fait, voilà la dynamique centrale de cette histoire. Il y a ici l'interaction entre la richesse nutritive de ce qu'amènent les plantes, le pH, et qui, par le biais du ratio bactéries-champignons, va déboucher sur des vitesses de minéralisation différentes, et donc sur une disponibilité en éléments biogènes différents, et donc sur des plantes qui seront plus ou moins riches en éléments biogènes, azote, phosphate en particulier. Alors, je vous ai passé quelques supports là sur lesquels vous allez retrouver cette dynamique, et on va essayer de décrire deux extrêmes de cette dynamique. L'extrême où il va y avoir beaucoup de matière organique sur les dans le sol, et l'extrême où il va y avoir un recyclage plus rapide et donc moins de matière organique. Alors je vous propose de commencer par le cas de figure de ces sols de type mule où il y a très très peu de feuilles mortes en surface du sol. C'est ce qui se passe dans une pelouse. En sortant pour manger, on pourra aller dans la pelouse. Vous verrez qu'il n'y a pas de matière organique morte, par contre il y a plein de turicules de vers de terre. Ici, les plantes ont une assez bonne teneur en éléments biogènes. Et vous allez voir, le milieu est assez riche, donc la production primaire est forte. Cette matière organique, à la fois abondante et riche en azote et en phosphate, n'est pas limitante. Des organismes compétitifs, comme les bactéries, peuvent se développer. Les bactéries sont elles-mêmes exigeantes en azote et en phosphate. Sur un tel substrat, ces bactéries vont en fait piquer la bouffe des champignons, parce qu'elles sont plus compétitives. Et vous avez une exclusion compétitive des champignons. Du coup, ces bactéries extrêmement actives, vous voyez que leur C sur N indique qu'elles ont, là encore, de gros besoins en azote, parce que C sur N est petit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'azote dans une bactérie. Ces bactéries très compétitives ont un métabolisme actif qui mène à une minéralisation rapide et donc à une présence importante d'éléments biogènes, permettant à des plantes exigeantes en éléments biogènes de pousser. Donc là, vous avez une dynamique où ça tourne vite. Ça tourne très vite et c'est dominé par des bactéries. On peut ajouter que ça, quand la roche-mère a une action tampon sur le pH du sol, c'est-à-dire quand elle n'est pas trop loin du sol, si le sol n'est pas trop épais et que c'est du calcaire, en gros, ça contribue à empêcher une dérive acide, et donc les bactéries sont très heureuses. Donc la roche-mère peut localement jouer un rôle. La deuxième dynamique, c'est une dynamique de champignons. Dans cette dynamique-là, les plantes ont une richesse en éléments biogènes faible. Alors, c'est ce qu'on appelle une litière acidifiante, alors même qu'elle a le même pH que la précédente. Elles produisent des débris qui ne sont pas très consommables pour les bactéries, et donc les bactéries n'arrivent pas à se développer bien, parce qu'elles sont en stress nutritif. Elles sont très compétitives, oui, mais pour être compétitif, il faut avoir des ressources. Quand on n'a pas de ressources, on a beau potentiellement être compétitif, on ne peut pas développer la compétition. Ce sont les champignons qui, eux, sont peu riches en éléments biogènes et donc peu exigeants, qui, eux, vont pouvoir se développer dans ces conditions-là. Et quand ils se développent, une des choses qu'ils font, c'est de faire des produits acides. Et on le comprend bien, parce que ça, c'est la stratégie de compétition. En acidifiant le milieu, ils excluent définitivement les bactéries. Donc dès lors qu'ils arrivent à se développer, ils font rentrer la dynamique dans une dynamique plus acide. Cette dynamique acide, une fois de plus, si la roche-mère n'a pas de pouvoir tampon, elle peut s'installer plus facilement. Si la roche-mère a un pouvoir tampon, ça limitera cette capacité des champignons à acidifier le milieu et à définitivement en exclure, par le biais des protons, les bactéries. Dans ces cas-là, la vitesse de minéralisation est plus lente, parce que les champignons sont peu exigeants, mais ils se développent pas vite, et donc leur activité métabolique est globalement plus faible. En tout cas, le recyclage est plus lent, et donc vous obtenez une disponibilité en éléments biogènes beaucoup plus faible, et les plantes que vous ferez pousser dessus sont des plantes avec une moindre exigence en éléments biogènes. Et du coup, qui ne pourront pas vraiment nourrir des bactéries, ne pas favoriser leur développement. Donc deuxième dynamique, qui est une dynamique effectivement de flux très faible, avec des stockages transitoires importants, par exemple de biomasse dans les litières. Et c'est paradoxal, hein, parce qu'ici la production primaire est moins forte, et il y a quand même plus de feuilles par terre. Mais c'est semblant qu'elle se dégrade moins vite. Bon, ça c'est des choses qu'on observe dans pas mal de nos forêts, pas toutes nos forêts, mais pas mal de nos forêts, et dans les landes, avec des humus, donc des types de matières organiques dans les sols qu'on appelle des morts et des modères.
Dans ces cas-là, en fait, c'est des plantes à litière dites acidifiantes, mais vous percevez bien qu'elles ne sont acidifiantes que parce qu'elles favorisent, par leur teneur en éléments biogènes, le développement d'une microflore acidifiante. Et déjà, on perçoit un truc, c'est que ce qu'on appelle une litière acidifiante, c'est une histoire de microbes, c'est pas une histoire de litière. Vous voyez cette immanence finalement du compartiment microbien dans les propriétés qu'on attribue faussement à ce qu'on voit à l'œil nu. On voit des feuilles de lettres qui se décomposent pas, on dit ah ouais, c'est un peu acidifiant. C'est pas les feuilles, c'est les microbes. Bon, donc, maintenant, brièvement, je vais vous montrer un peu de cette diversité, ça paraît paradoxal de le dire, de cette diversité non cultivable. Parce qu'il y a tout un tas d'organismes dont l'existence a été révélée par ces méthodes d'écologie moléculaire, qui sont présents en signal moléculaire suite au clonage et à la PCR dont je parlais, mais qu'on ne cultive pas, ou dont on ne cultive qu'un très petit nombre d'espèces, alors qu'on trouve des dizaines et des dizaines d'espèces dans l'ADN. Donc des groupes qui sont peu ou pas cultivables. Et en réalité, 99% des séquences que l'on trouve par cette description moléculaire ne sont pas présents dans les cultivables. Donc ne correspondent pas à des choses qu'on sait cultiver. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas éventuellement cultivables, mais au moins on ne connaît pas les conditions pour le faire. La démarche inverse montre que par contre, on retrouve une grosse proportion, disons 9 dixièmes, de tout ce qui est cultivable dans les produits PCR. Ce qui fait que finalement l'approche la plus révélatrice, c'est l'approche moléculaire, la plus révélatrice de diversité. Alors, chacun va en prendre pour son grade. On va prendre 3 exemples dans les 3 grands groupes du vivant, de choses non cultivables mais pertinentes dans les sols. Le premier groupe dont je vais vous parler, c'est un groupe qui représente entre 1 et 10% des bactéries du sol, mais dont on connaît simplement 17 isolats cultivés, qui ne représentent même pas la diversité de tous les phylums de ce groupe. Puisqu'il y a 7-8 phylums aujourd'hui des Verrucomicrobies, puisque c'est leur nom, et on a des espèces cultivables que dans 2 de ces phylums. Alors ces Verrucomicrobies sont hyper diverses, très abondantes dans les sols, mais pas cultivées. Alors c'est des bactéries absolument phénoménales, parce que vous voyez que, bon, elles sont dessinées ici, vous voyez qu'elles ont un noyau. Alors c'est un noyau un peu particulier, parce qu'en plus dans ce noyau, il y a non seulement l'ADN, mais tous les ribosomes, qui sont isolés du reste du cytoplasme, par une simple ou une double membrane selon les cas. Donc voilà, ces bactéries à noyau, elles appartiennent à un groupe, à un autre grand clade, qui est le clade dit PVC, c'est l'air de dire, hein. Il y a le V des Verrucomicrobies, et le P, c'est le P d'un groupe qu'on va croiser tout à fait prochainement. Donc les Verrucomicrobies, très abondantes, très peu cultivées, et qui nous révèlent des propriétés assez originales pour le monde bactérien. Les archées sont extrêmement présentes dans les sols. En fait, elles se présentent partout. On les décrit souvent dans beaucoup de manuels comme des extrémophiles. C'est faux. C'est là qu'on les a découverts, dans les milieux extrêmes. Mais les archées, il y en a partout. Vous en avez sous les ongles. Vous en avez dans le tube digestif. Il y en a absolument partout, des archées. Et il y en a notamment dans les sols. Et vous voyez que là, un arbre phylogénétique des archées, alors c'est très ennuyeux, ces arbres. Parce que c'est des groupes qu'on a trouvés dans l'environnement. Le groupe 26 marin, le groupe 1.2, la plupart du temps, on n'a pas de culture. On a juste une séquence. Au moins, la séquence peut même faire des arbres. Et l'un des groupes de ce clade-là, je crois que ce sont des Crenarchaeota, mais je ne suis plus très sûr, est ici en rouge, il est ici en vert. C'est le clade, je dis une bêtise. Oui, c'est ça, c'est ce groupe-là. C'est un groupe d'archées dont on sait, parce qu'on a pu en cultiver finalement une ou deux, qu'elles sont nitrifiantes. Et donc ce sont des maillons essentiels de la nitrification, notamment dans les sols où la ressource azotée est peu abondante. Donc il y a des archées partout, notamment il y en a qui sont nitrifiantes. Alors que jusqu'ici on pensait plutôt que c'était un truc de bactéries, la nitrification. Et puis les eucaryotes. Alors les eucaryotes, on en trouve plein. Notamment on trouve plein de foraminifères dans les sols. On ne sait pas cultiver. Vous avez ici un arbre des foraminifères où vous avez en noir, peu importe, on ne voit pas de détails, toutes les séquences qui viennent de sols de France. Il y en a plein, hein, c'est Roland Marmès à Lyon qui étudie ça. La seule espèce cultivée dans tout ça, c'est ce machin, Reticulomyxa filosa, qui est une amibe, avec de très longues expansions filiformes. Et bon, un foraminifère, à la base, c'est une amibe. Puis certains ont un test. Il est très probable que la plupart des foraminifères du sol n'ont pas de test. Mais bon, le test n'est pas une caractéristique nécessaire de foraminifères. Donc il y a aussi tout un tas de groupes eucaryotes pas cultivés, presque pas cultivés, qui existent dans les sols.
Voilà, donc ça c'est un exemple pour chaque grand groupe du vivant, de classes qu'on a découvert au travers des sols et pour lesquels on n'a plus ou pas de représentants cultivés. Souvent on entend dire que la forêt tropicale est un monde merveilleux où sur 1 hectare de forêt il y a 10 puissance 3 espèces d'arbres différentes. Alors ce chiffre qui est vrai pour les forêts amazoniennes rend tout à fait excitant la biologie des tropiques, mais franchement, 1 gramme de sol, c'est beaucoup plus divers que ça. Et tout l'enjeu pédagogique autour des sols, c'est de faire comprendre que la réelle diversité n'est pas là où les yeux la voient, elle est chez vous, juste un peu en dessous. Et un point important, c'est aussi de montrer que cette diversité n'est pas simplement une accumulation de nombres de séquences d'ADN, mais une diversité fonctionnelle. Et c'est le deuxième point. Vous allez voir qu'en fait, quand il se passe quelque chose, ça se passe dessous. Je ne vous fais pas de dessin. Si on regarde dans la cour, alors la création est finie, donc il y a un peu moins de périodes hétérotrophes. Mais si on regarde autour de nous, il y a de la photosynthèse et de la respiration. Peut-être un petit peu de fermentation dans certains coins. Quand on regarde dans les sols, là on ouvre la boîte de Pandore de la diversité métabolique. Alors, je vais prendre un premier exemple de métabolisme tout à fait bizarre, et qui sont faciles à observer sur le terrain, mais qui souvent ne sont pas compris comme tels. Je voudrais vous parler, souvent quand on se balade sur des sols inondés, en Bretagne par exemple, donc des sols plutôt acides inondés, je ne parle pas de sols volcaniques. On a des espèces d'irisations à la surface du sol ou à la surface des liquides. Alors souvent on se dit, bah oui, c'est des traînées huileuses. Mais quand on les casse avec le doigt, on s'aperçoit que ça se fragmente. Alors qu'un film d'huile, quand vous le déformez, il a tendance à pour raison de tension superficielle, à se reconstituer. Alors là, c'est un petit film maison, où vous allez voir le doigt d'un étudiant de Montpellier en train de casser la surface du film. Voilà. Vous voyez que le film ne se reconstitue pas. C'est pas un film huileux. D'ailleurs, cet étudiant va confirmer par la suite ne pas avoir les doigts gras. C'est un film d'oxyde de fer. D'oxyde de fer ferrique. Et qu'est-ce que ça a à voir avec un sol inondé? Eh bien, c'est simplement que... Alors, une chose aussi, c'est que souvent, dans les ruissellements, on voit sur le fond des ruissellements des croûtes de fer ferrique également dans ce contexte. Hein, c'est-à-dire qu'il y a également du fer ferrique au fond, indépendamment du voile superficiel, et ces voiles superficiels, quand ils finissent par couler, ils finissent de toute façon au fond. Alors, qu'est-ce qui explique la présence d'oxyde de fer dans ces eaux qui circulent sur ou à l'exutoire de sols inondés? C'est qu'en profondeur, dans ces sols inondés, il n'y a pas d'oxygène. Il n'y a pas d'oxygène, donc les métabolismes respiratoires utilisent d'autres accepteurs d'électrons, notamment le fer 3+, qui devient du fer 2+. Et autant le fer 3+, est immobile, parce qu'il précipite, autant le fer 2+, lui, est bien solide. Et donc il va circuler dans toute la colonne de sol. Cette formation de fer ferreux est particulièrement exacerbée dans les sols qu'on appelle des glais, qui sont des sols à couleur bleutée à cause d'un minéral à fer de plus qu'on appelle la fougérite. Et ces sols bleutés sont des sols en fait où l'activité ferroxydante, réductrice de fer, la respiration au fer, domine. Et je rappelle qu'une respiration, c'est quand l'accepteur d'électrons est exogène. Ça peut être l'oxygène, mais il y a des respirations anaérobies. Donc la fabrication dans ces sols anaérobies de fer 2+, résulte en une diffusion du fer soluble 2+, qui éventuellement arrive à la surface, et là, en présence d'oxygène, il peut être réoxydé. Il peut être réoxydé spontanément, mais il l'est 1000 à 10 000 fois plus rapidement par des bactéries qui utilisent cette oxydation libératrice d'énergie pour faire tourner le cycle de Calvin. Donc ces bactéries qui qui oxydent le fer 2+ avec de l'oxygène, font tout simplement tourner le cycle de Calvin, ce sont des autotrophes qui utilisent une réaction minérale pour vivre, c'est ce qu'on appelle de la chimiolithotrophie. Donc vous voyez que la chimiolithotrophie, ça se voit dans les sols. C'est un métabolisme complètement neuf par rapport à ce qu'on peut voir par ailleurs. Et ça s'explique en réponse à une respiration anaérobie en profondeur dans le sol, dans ce cas-là. Alors, voilà un exemple de métabolisme un peu exotique basé sur le fer, et puis observable, à la fois dans le sol et à la surface. Je vous ai mis, je ne vais pas le détailler, un espèce de schéma général de tous les segments réduits. Ça va des sols inondés et anoxiques jusqu'aux vasières, en passant par la fameuse colonne de Winogradsky où on met tout un tas de débris
dans une colonne avec de l'eau en surface. Je vous laisserai en prendre connaissance plus en détail. C'est vraiment un canevas conceptuel important pour comprendre tous ces écosystèmes, enfin, ou toutes ces colonnes de sédiments. Mais vous voyez qu'en particulier, voilà, vous avez de la photosynthèse en surface, de la respiration tant qu'il y a de l'oxygène, enfin, de la respiration aérobie tant qu'il y a de l'oxygène. Quand il n'y a plus d'oxygène, vous avez tout un tas de métabolismes fermentaires et de respiration anaérobie qui produisent des minéraux réduits, H2S, Fe2+, et ça explique l'odeur en particulier de ces milieux-là, qui sont, eux, beaucoup plus diffusibles que les substrats oxydés d'origine, qui peuvent remonter et nourrir des chimiolithotrophes à l'interface entre la zone où il y a de l'oxygène et la zone où il y a ces réducteurs. Alors bon, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce type de dessin ici recèle une diversité métabolique bien plus élevée que celle qu'on voit dans la courbe. Et donc la diversité fonctionnelle, elle est là. Vous avez des respirations anaérobies, vous avez des fermentations, ce sont peut-être pas tellement neufs, de la chimiolithotrophie, et ceci avec des substrats extrêmement divers. Tout type de réducteur peut être un substrat de chimiolithotrophie, tout type d'oxydant peut être un accepteur d'électrons pour la respiration anaérobie. Il y a réellement là une énorme diversité métabolique. Mais il n'y a pas que le métabolisme énergétique qui est divers dans le sol. Et si on regarde maintenant le cycle de l'azote, on va voir que non seulement les métabolismes énergétiques, mais en plus, vous allez voir d'autres métabolismes, permettent de réellement faire tourner dans le sol le cycle de l'azote. Alors, le cycle de l'azote, je vous en ai mis un tout simple, hein, avec l'ennuyeuse image de la surface, où des animaux mangent des plantes, des animaux mangent des animaux, donc en fait, des organismes s'échangent de l'azote organique, et de temps à autre, on tombe sur un animal qui urine et qui fait autre chose que de l'azote organique. C'est rare. De temps à autre, on a un animal qui fait de l'ammoniac. Enfin, voilà ce qui se passe en surface. Dans le sol, il se passe trois choses. D'abord, la dénitrification, qui est un processus où l'azote nitrique oxydé est transformé en N2 et NOx, donc en azote gazeux. Donc vous avez une perte d'azote dans le sol, au moins au niveau des proportions minérales. Et ça se fait dans des sols où il y a de la matière organique. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce cas-là, votre azote nitrique sert d'accepteur d'électrons. La dénitrification est encore une de ces respirations anaérobies que je signalais tout à l'heure. Comme telle, elle s'opère donc dans des sols où il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Il faut donc qu'elle s'appelle anoxie. Comme le montre l'étude des flux d'azote gazeux dans une parcelle, donc ici de Californie, où on fait des relevés au cours de l'année en regardant la teneur en eau. Plus il y a d'eau, moins il y a d'oxygène, et le flux d'oxygène. Oui, moins il y a d'oxygène, plus il y a d'eau, moins il y a d'oxygène, plus il y a de dénitrification. La dénitrification est liée à des sols riches en matière organique et à l'oxyde. L'autre grand truisme du cycle d'azote, c'est la nitrification, qui également a lieu dans le sol. La nitrification, elle est réalisée par des consortiums de bactéries qui vivent étroitement ensemble, parce que l'une produit quelque chose de toxique, et l'autre en a besoin. Celle-là ne peut pas faire fonctionner son métabolisme producteur de nitrite toute seule, parce que sinon elle va s'auto-intoxiquer. Et celle-là a définitivement besoin du déchet de la précédente. Ces deux étapes, ammoniac, nitrite, nitrate, demandent des sols avec un bon pH stable. Vous comprenez bien pourquoi. Ce métabolisme est acidifiant, et les bactéries n'aiment pas les sols acides. Donc dès que le sol va devenir acide, on va rentrer dans une dynamique qui n'est pas bonne. Il ne faut pas non plus trop de matière organique. Pourquoi? Parce que s'il y a beaucoup de matière organique dans le sol, l'azote disponible va être utilisé par les hétérotrophes. S'il n'y a pas beaucoup de matière organique, il n'y a pas beaucoup de place pour les hétérotrophes, et par contre, ces bactéries peuvent se développer. Car, ça ne vous échappe pas, j'imagine, en fait, ces bactéries utilisent l'oxygène comme accepteur des électrons qu'elles ont arrachés à l'azote, elles en tirent de l'énergie, et avec ça, elles font tourner le cycle de Calvin. C'est là encore des bactéries chimiolithotrophes, en lesquelles elles sont autotrophes. Et elles ne craignent pas les sols peu riches en matière organique. Par contre, les sols riches en matière organique, elles pourraient certes y vivre, mais elles rentrent en compétition avec les hétérotrophes, qui aussi ont des besoins azotés, peuvent éventuellement leur piquer les ressources initiales du dispositif. Voilà, très belle bactérie chimiolithotrophe, une bactérie, là, tout un tas d'endomembranes, qui dira que les bactéries ne sont pas compartimentées. Bon, c'est simple. Tout ce qu'on sait des bactéries, c'est ce qu'on sait de modèles simples et hyper régressifs qui vivent dans le tube digestif.
façon Escherichia coli. Donc on ne connaît pas les bactéries quand on connaît coli. C'est comme si on pensait que la levure était un modèle explicatif de tous les eucaryotes. C'est mieux que rien, mais c'est pas tout. Dans le cycle d'azote, au niveau de la nitrification, il est sorti ces dernières années, d'abord dans les océans puis dans les écosystèmes terrestres, un métabolisme complètement nouveau qui semble en fait opérer la nitrification, ou tout au moins traiter l'azote d'une façon quantitativement importante. Ce métabolisme, c'est le métabolisme d'oxydation de l'ammonium à l'état anaérobie. C'est un métabolisme qu'on appelle, pour faire simple, anamox. Ça, vous allez sans doute en entendre parler dans les années qui viennent, parce qu'ici, en fait, l'accepteur d'électrons n'est pas l'oxygène, on est en milieu anaérobie, mais les nitrites. Et donc, vous avez un truc qui est capable d'utiliser l'azote réduit, l'azote oxydé, et de dénitrifier le tout. Ça, c'est le métabolisme rêvé pour une station de dénitrification. Et c'est en cours de développement. Ce métabolisme, ça fait 10 ans qu'on le connaît, et il est lié à des bactéries qu'on avait classées dans les planctomycètes. Ce sont bien les bactéries qui sont tout proches, c'est le P de PVC, les véricobactéries, et qui, comme telles, ont un noyau, ici, et puis un autre compartiment très spécial où a lieu justement cette réaction dont les intermédiaires sont extrêmement toxiques et qui doit absolument être isolé du reste de la cellule. Les planctomycètes et le métabolisme anamox, c'est la nouveauté sur la nitrification, et il semblerait qu'en réalité, vous voyez que c'est à la fois une nitrification, j'ai dit une bêtise, hein. En fait c'est une dénitrification. J'aurais pas dû le mettre dans ce chapitre, je suis désolé. Je me suis fait avoir par mes diapos là. Non, c'est une dénitrification. C'est pas du tout une nitrification, parce que vous voyez qu'au bilan, vous n'obtenez que de l'azote gazeux. Donc, c'était à mettre dans la rubrique précédente, je suis désolé, de dénitrification. Le produit n'est pas du tout du nitrate, c'est de l'azote gazeux. Donc voilà un nouveau métabolisme avec un groupe de bactéries qui appartient au clade des PVC. Bien. Alors, la dernière chose, c'est la fixation. Un métabolisme qui est toujours bactérien, seuls les archées et les eubactéries réalisent la fixation. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Quand on n'est pas autotrophe, il faut de la matière organique. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et la façon, quand on a de la matière organique, de récupérer un maximum d'énergie, c'est de respirer à l'oxygène. Donc, derrière la fixation de l'azote, il faut de la matière organique et une respiration. Le problème, c'est que vous savez que s'il faut de l'oxygène pour la respiration, il n'en faut pas trop, parce que la nitrogénase, qui opère la conversion du N2 en NH4+, cette nitrogénase est très sensible à l'oxygène. Alors ce paradoxe, j'ai besoin d'énergie, et notamment j'ai besoin de respirer, mais il ne faut pas trop d'oxygène, il est assez facilement résolu dans le sol, que ce soit pour les rhizobiums dans les nodosités, mais je ne vais pas en parler, ou dans la rhizosphère pour des azoospirillum, des azotobactères qui trouvent des niches à la fois micro-aérophiles, où il y a un peu d'oxygène, et où il y a en même temps beaucoup de matière organique. Donc ça, la rhizosphère, de ce point de vue-là, est pas mal, parce qu'il y a plein de choses qui respirent, donc ça abaisse la quantité d'oxygène, et puis il y a la matière organique. Mais ces bactéries-là peuvent aussi vivre loin de la rhizosphère, dans le sol. Elles y sont moins fréquentes, on les trouve également ailleurs. Bon, l'idée, c'est que c'est dans le sol que se passe la fixation également, massivement, au niveau des écosystèmes. Et donc, finalement, vous voyez que le cycle de l'azote, sa diversité métabolique, elle est dans le sol. Là, je ne pense pas avoir dit grand-chose de très neuf, en dehors de ce métabolisme anamox, qui n'est pas encore très très connu du grand public, mais qui est vraiment important, quantitativement. J'ai un chiffre pour les eaux douces. 50% de l'ammoniac serait traité par ce métabolisme dans les eaux douces. Dans les sols, on n'a pas encore de chiffre équivalent. Bien. Dernier point, souvent, on va parler du carbone, on présente le sol comme un compartiment de recyclage du carbone. Et c'est vrai, mais en même temps, c'est pas très intéressant. Bon, c'est sûr que quand on regarde une forêt, on voit que rapidement, le carbone est évacué. Et il est évacué quand il tombe par terre. Il disparaît quand il tombe par terre, et il y a tout un tas d'organismes qui, dans le sol, sont responsables de la destruction des édifices carbonés. Je voudrais juste rappeler, par exemple, le rôle des champignons, qui sont tout à fait déterminants dans la destruction de la lignine. Seuls les champignons sont à même de dégrader la lignine. Les bactéries ne le font pas. Quand elles le font, elles la cassent en petits morceaux qu'elles ne métabolisent pas. Donc, il y a bel et bien dans le sol des activités de recyclage du carbone. Et en particulier, pour la lignine, c'est dans le sol que ça se passe. Mais si on réfléchit un petit peu, que
font ces organismes qui sont dans le sol? Ils prennent des édifices complexes, des celluloses, ça c'est 90% de la biomasse des écosystèmes terrestres. Ils les découpent en petits morceaux, ça c'est ce qu'on appelle la décomposition au sens strict. Ils absorbent les morceaux obtenus, quand ils ne se les font pas piquer par d'autres, et là, ce qui est absorbé a deux devenirs. Soit ça rentre dans l'anabolisme, et ça fait ce qu'on appelle de la réorganisation, c'est-à-dire que ça refait de la biomasse, mais microbienne cette fois. Soit c'est minéralisé, c'est-à-dire que ça rentre dans la respiration, et l'azote surnuméraire va être hasardé, et le carbone va être émis sous forme de CO2. Vous voyez, décomposition, minéralisation, réorganisation. Mais vous et moi, à midi, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des édifices moléculaires complexes. On va les découper. On va assimiler les briques de ça. Une partie de ces briques vont faire du gras, parce que, enfin, que ce soit vous ou moi, je pense qu'on a fait de croissance en hauteur. Donc une partie va faire de la biomasse, c'est la réorganisation. Et l'autre partie va être respirée et faire du CO2 plus des déchets azotés. Ça, c'est la contribution à la minéralisation. On fait la même chose. Donc, si vous voulez, le recyclage du carbone, c'est vrai que ça a lieu dans le sol. Et c'est vrai que pour certaines molécules comme la lignine, le sol est important. Mais conceptuellement, c'est pas différent des chaînes trophiques qu'il y a en surface. Hein, souvent, on insiste sur le recyclage du carbone dans le sol, mais je suis désolé. Conceptuellement, si dans les chaînes trophiques, on vous fout consommateurs primaires, consommateurs secondaires, tertiaires, avec des petites flèches qui partent en bas, déchets, microbes, c'est juste parce qu'on ne veut pas, nous, se dessiner, nous les animaux, qu'on ne veut pas dessiner les chaînes trophiques qu'on voit avec les chaînes trophiques microbiennes, mais conceptuellement, c'est la même chose. C'est la même chose. Les consommateurs primaires et les bactéries qui bouffent des plantes, c'est la même chose. Ils se produisent la même chose dans l'écosystème. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas que le compartiment souterrain qui contribue. Je voudrais terminer par un dernier point pour montrer que, au-delà de cette extraordinaire diversité taxonomique, au-delà de cette extraordinaire diversité fonctionnelle, dont on ne souligne pas forcément laquelle partie est vraiment spécifique au sol, puisque des fois on parle de carbone alors qu'on ne devrait pas en parler comme ça à mon avis, je voudrais vous montrer que c'est le lieu d'une interaction, enfin d'une diversité d'interactions importante. Et là, reparler un petit peu de minéral, parce que dans mon exposé, il n'est pas question tellement du compartiment minéral. Or, il y a des biofilms partout. Je sais que les biofilms ne font pas partie de la meilleure opération de communication qu'on a pu réaliser, par exemple, dans les programmes de CABES. Mais en réalité, si on n'a pas compris que le monde est fait de biofilms, on n'a pas compris que c'est là que vivent 90% des microbes, et on n'a pas compris que c'est comme ça qu'ils sont actifs. Voilà des chiffres obtenus sur des dissolutions en milieu axénique, abiotique, de petits cristaux d'1 mm de diamètre de différents minéraux. Quand vous regardez l'échelle, vous voyez qu'on atteint des durées de l'ordre du million d'années. Les durées relatives de ces dissolutions sont exactement celles que vous connaissez dans les ouvrages et dans la nature. Simplement, les durées en abscisse sont 10 à 1000 fois plus longues que ce qu'on observe quand on met réellement le même cristal dans du sol. Et la raison de ça, elle est toute bête. C'est quand vous comparez deux cristaux, un sans action biologique et un autre dans un milieu où il y a des bactéries, vous apercevez que la surface n'est plus lisse, mais ponctuée de tas de trous. La surface des éléments insolubles du sol est couverte de biofilms, que vous voyez ici en fluorescence, qui se concentrent notamment, c'est intéressant, dans les craquelures, dans les fissures, mais qui est présente aussi de façon diffuse sur toute la surface. Et ça contribue à augmenter la vitesse de dissolution et donc à diminuer le temps de vie des éléments minéraux cristallisés du sol. Cette expérience classique de Lierman, que j'emprunte à mon collègue Gaillardet, montre la vitesse de relargage du fer dans un milieu témoin, ici, et dans un milieu où on a introduit des streptomyces. Vous voyez que dans le milieu où il y a des streptomyces, vous avez un relargage du fer plus rapide, parce que les streptomyces, en fait, catalysent, et vous allez voir, c'est bien de la catalyse dont il s'agit, l'altération des minéraux. Alors, comment se produit cette catalyse? Ben, c'est tout simple. Les organismes vivants sont producteurs de protons, parce que la plupart des organismes vivants, leur gradient transmembranaire, c'est un gradient de protons. Il y a bien que les animaux qui font ça avec du NAK. Donc, tout organisme excrète autour de lui des protons qui font un gradient transmembranaire qui va être dissipé dans les réactions d'importation ou d'exportation de molécules.
ces protons réalisent une catalyse qui permet à la réaction d'altération du sujet de dissolution de se produire plus rapidement. Ça, c'est une chose, mais elle se produit guère qu'à l'équilibre thermodynamique, qui est atteint plus vite, point. Et si c'est pas très soluble, bah, vous avez vite un équilibre où il y a surtout ça. La deuxième réaction importante, c'est la complexation. C'est-à-dire que vous avez une molécule qui va capter un des produits libérés et faire un complexe. Du coup, il va y avoir moins de Y-, et l'équilibre va fonctionner pour refaire du Y-. Et en particulier, dans cet exemple-là, il y a des sidérophores dont on peut montrer qu'ils suffisent à augmenter la vitesse de dissolution, qui captent en fait le fer libre, et le lier à une molécule qui peut être récupérée par les bactéries. Donc, entre catalyse acide et complexation, les bactéries, enfin les micro-organismes du sol, interagissent, c'est une vraie interaction avec les minéraux. Je vous présente ici, elle n'est pas très belle là, cette image, c'est les gorges, c'est une partie des gorges de l'Hérault, ou peu importe. On voit ici, c'est à l'étiage. Et on voit ici tout le calcaire qui subit l'abrasion en période de crue de la rivière. Et puis au-dessus, on a le reste de la falaise calcaire. Ce qui est fascinant, c'est que là, on voit la couleur du calcaire, qui est une couleur un peu ocre, voilà, blanche ocre. Et là, en fait, on a une patine en zone aérienne, là où il n'y a pas d'abrasion, tout à fait différente. Cette patine, quand vous grattez le calcaire, elle révèle à l'écrasement une quantité importante de chlorophylle. La couleur des calcaires, c'est votre façon sans doute la plus simple d'expliquer comment montrer la présence de croûtes microbiennes, ici plus ou moins incrustées dedans par dissolution du calcaire, de croûtes microbiennes avec une grande quantité de producteurs primaires. Et vous allez dire, c'est pas un sol. Oui, c'est comme une interface entre la géosphère et l'atmosphère, et dans cette interface, vous trouvez déjà les trois grands rôles de la matière organique, mais qui sont ici liés à des biophiles: la création d'acidité, qui va catalyser les réactions, la rétention d'eau, qui est nécessaire aux hydrolyses et aux dissolutions, et que ce soit d'ailleurs la partie vivante ou morte du biofilm, là, la rétention d'eau, c'est organique, puis une rétention physique des produits formés pour éviter que les produits meubles obtenus ne s'évacuent. Les éléments morts ou vifs du biofilm retiennent les particules obtenues. Donc le biofilm, ça se voit partout, surtout au milieu calcaire, et c'est important. Vous voyez, ça c'est un paysage bactérien en fait. Alors, un mot sur un concept important qui intéresse les communautés végétales, qui est la densité-dépendance négative, et qui s'avère être une histoire de microbes. Prenons l'exemple de Prunus serotina. C'est une plante dont les scientifiques ont très tôt repéré qu'elle avait un profil de survie à la germination assez bizarre. Si vous prenez la distance au pied par an, vous avez une pluie de graines, et donc des germinations qui commencent, qui va décroissant à partir de la plante mère. Plus on est près de la plante mère, plus il y a de germination, parce que le fluide propagule, il va décroissant. Si vous regardez la survie à 4 mois, à 6 mois, vous voyez que ça survit d'autant mieux, en pourcent, que c'est loin de la plante mère. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui n'est pas bon au niveau de l'interaction avec la plante mère. Alors vous pouvez vous dire, oui, c'est de la compétition pour l'alimentation avec la plante mère. Pourquoi pas? Voilà ce qui se passe quand on fait germer des graines maintenant dans des pots où on a mis du sol issu des parents, ou du sol éloigné des parents. Et dans chaque cas, soit on le stérilise, soit on ne le stérilise pas. Vous voyez que la stérilisation n'a aucun effet sur le taux de survie des germinations pour du sol éloigné des parents. Quand le sol est proche des parents, vous voyez que le sol non stérilisé ne permet pas une aussi bonne survie que le sol stérilisé. Donc il y a au moins une contribution microbienne. En gros, les adultes cultivent des pathogènes. Sans le voir. En tout cas, ils les aident à se développer. Et du coup, eh bien, vous obtenez des espèces qui n'arrivent pas à atteindre de grandes densités. Alors pour Prunus serotina, c'est pas forcément très convaincant, comme on remarque. Il y a une grosse étude qui est sortie dans Science il y a quelques semaines sur un grand nombre d'espèces des forêts du Panama, et ils regardent. Alors c'est un peu difficile parce que c'est une étude de résidus statistiques, donc là vous avez un paramètre qui va être une boîte noire pour nous, qui quantifie l'effet sur la survie de la présence de voisins. Un effet positif ou négatif.
vous voyez que la présence de germination de même espèce a tendance, il y a un grand nombre, bon, leur donné c'est le nombre d'espèces. Quand vous regardez ce panneau, vous voyez qu'il y a pas mal d'espèces pour lesquelles la présence de germination de même espèce a un effet négatif sur la survie. Si maintenant vous regardez l'effet de la présence d'adultes, ce sont des relevés sur le terrain. Là, ce n'est pas l'expérience en forêt, dans les forêts du Panama. Si vous regardez l'effet de la présence d'adultes, vous voyez que vous avez très souvent un effet négatif. Vous avez donc beaucoup d'espèces pour lesquelles un adulte de même espèce a un effet négatif. Si maintenant vous refaites votre analyse en réanalysant tous vos sites, en regardant l'effet de la présence de germination d'adultes d'autres espèces, vous voyez que, qui est ou non, enfin, la présence d'individus d'autres espèces n'a pas un grand effet, en tout cas c'est un effet positif ou négatif, sur la survie. Et de même, la présence d'adultes d'autres espèces n'a pas un grand effet sur la survie. Ça nous dit qu'il n'y a pas de compétition avec les autres espèces. Et ça nous dit que la présence d'individus de même espèce pose problème. Alors vous allez me dire, oui, mais ça se trouve, comme pour le produit sérotina, il y a donc beaucoup d'espèces qui sont affectées par la présence de germination d'adultes. Quant à la survie des plantules, c'est peut-être que de la compétition. Alors, il y a eu des travaux qui ont été faits en aval, sur le site ou en ombrière, dans des conditions plus contrôlées, où on travaille en mettant des graines en densité variable. On regarde la survie, c'est-à-dire la densité finale au bout d'un certain temps, et on a deux traitements, le traitement avec un sol standard et le traitement avec un sol passé au fongicide, régulièrement. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a une bonne collinéarité quand le sol est traité au fongicide, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de compétition. Si, il y a peut-être un peu de compétition ici aux hautes densités, 4000 par mètre carré, c'est quand même beaucoup. Et par contre, quand il n'y a pas de fongicide, vous voyez que très rapidement, quand la densité devient importante, ça rétroagit négativement sur la survie. Ça, c'est ce qu'on appelle des phénomènes de densité-dépendance négative. Plus c'est dense, en adulte ou en germination, moins ça pousse. Et l'idée, c'est que plus c'est dense, plus on recrute de pathogènes. C'est non seulement le fait qu'on les recrute, mais c'est aussi qu'avec la densité, ils se propagent mieux. Et donc finalement, ils réussissent mieux dans un couvert continu que dans un couvert discontinu. Alors ça a l'air d'être un truc assez général, le fait que les espèces s'auto-limitent sans le vouloir, mais en recrutant des pathogènes, et donc limitent leur densité, et ça a des tas de conséquences majeures. Ça pourrait expliquer la rareté de certaines espèces qui n'arrivent pas à augmenter en fréquence au-delà d'un certain seuil où la population collapse par recrutement de pathogènes. Ça peut expliquer l'hyperdiversité végétale des régions tropicales. Pourquoi? Parce qu'on vous prédit que deux espèces ne peuvent pas occuper la même niche. C'est vrai si elles rentrent en compétition, mais si elles n'atteignent jamais une densité où elles peuvent vraiment rentrer en compétition pour les ressources, par exemple, avec une autre espèce qui occupe la même niche, deux organismes occupant la même niche peuvent survivre ensemble. S'ils n'arrivent jamais à rentrer en compétition, faute d'arriver à être trop nombreux. Vous dites qu'il faut réaliser que cette densité-dépendance négative va en quelque sorte être épistatique sur l'exclusion de niche. Car l'exclusion de niche n'a lieu que quand la compétition s'enclenche. Si les individus ne sont pas assez nombreux pour rentrer en compétition, il n'y a pas d'exclusion de niche. Donc en forêt tropicale, il se pourrait qu'on ait une coexistence d'espèces qui partagent la même niche, mais qui n'arrivent jamais à rentrer en compétition, faute d'être assez abondantes. Et puis dernière chose, les travaux récents montrent que dans les successions de colonisation, quand vous avez une espèce qui apparaît puis qui disparaît pour céder la place à une autre, c'est pas simplement par politesse, c'est souvent qu'en fait, ces espèces ne supportent pas rapidement tous les pathogènes qu'elles recrutent. Et déclinent en compétitivité, comme en plus elles ont entre-temps modifié le milieu, une autre espèce peut intervenir. Donc vous voyez que cette densité-dépendance négative est quelque chose qui est sans doute fondamental, relié par les microbes, est sans doute fondamental pour comprendre les systèmes végétaux. Le marathon est presque terminé. J'ai été gourmand en contenu, mais bon. Je voudrais vous parler d'une dernière chose qui m'est un peu chère, parce que ça, c'est ce qu'on fait nous au laboratoire. Alors, typiquement, c'est là où en général les exposés deviennent ennuyeux. Et les conclusions après. Vous connaissez tous l'interaction mycorhizienne, et très souvent, quand on présente une mycorhize, il y a un champignon sur une racine. Là, c'est des ectomycorhizes de forêt tempérée, l'acteur délicieux par exemple. On voit très bien les filaments du champignon qui interagissent avec la racine.
Et comme vous le savez, c'est la plupart du temps une interaction où le champignon se nourrit en carbone et la plante reçoit de l'eau et des sels minéraux. Bon, en fait, l'image qu'on peut avoir de l'interaction mycorhizienne aujourd'hui est radicalement différente de cette interaction 1 à 1 que je viens de décrire. Ce sont les travaux d'un collègue de l'équipe, Franck Richard, qui a étudié 6400 m² de forêt corse, dans le Fango, donc dans une réserve MAB, et dans cette forêt, c'est attention, en milieu, il y a des arbousiers et des chênes verts, c'est tout. Et donc vous conviendrez que c'est un endroit qui n'est pas très divers. Pas très peu divers. Bon, il a étudié toutes les mycorhizes qu'il a pu trouver sur les arbousiers et les chênes verts, et puis les a typés par des méthodes moléculaires, en regardant la signature ADN. Il a typé 15 000 mycorhizes. Et ce qu'il a trouvé, c'est deux choses importantes. La première, c'est qu'il y a plus de 500 espèces de champignons mycorhiziens. Donc ce milieu est divers. Simplement, cette diversité n'est pas visible. C'est une diversité souterraine. Bon, là, je répète une conclusion que j'ai déjà tirée. La deuxième chose, c'est que quand vous regardez la diversité taxonomique, vous apercevez que ce soit en diversité taxonomique, en nombre d'espèces, ou en fréquence des espèces, vous avez beaucoup de champignons qui sont présents sur les deux hôtes à la fois. Et en fait, c'est les plus fréquents. 70% des apex racinaires sont colonisés par des champignons qui sont présents sur le chêne vert et sur l'arbousier. Et donc sans doute parfois un même individu, champignon, peut coloniser les racines. Donc l'idée, c'est plutôt de voir, un peu comme pour la pollinisation d'ailleurs, cette interaction comme un réseau. Il y a plein de plantes, il y a plein de champignons. Les plantes interagissent avec plusieurs champignons, les champignons interagissent avec plusieurs plantes. Et au passage, il y a des champignons qui interagissent avec deux plantes et éventuellement d'espèces différentes. Alors vous allez me dire, bon, et quelles sont les conséquences de ça? Il est trop tard pour parler de toutes les conséquences, mais il n'est pas trop tard pour vous montrer ce que ça donne. Comment ça structure l'évolution de certains organismes. Cette propriété, finalement, de l'association mycorhizienne. Voilà une plante, parmi d'autres, non chlorophyllienne, la néocie d'oiseau, une plante dont les racines ne sont pas directement attachées aux racines d'autres plantes, donc une plante qui n'est pas une plante parasite d'autres plantes. Je ne suis pas en train de parler du cas de l'orobranche. Je parle de plantes dont les racines sont toutes nues, toutes seules, sans contact avec d'autres racines. Par contre, elles sont bourrées de champignons. Et ces champignons ont été identifiés comme des sébacinales, peu importe, qui sont très présentes sur les ectomycorhizes voisines. Donc, en fait, ce qui se passe, et on a même pu le montrer en typant les individus, c'est que des individus mycéliens colonisent à la fois les racines d'arbres et les racines de l'orchidée, et assurent un flux de carbone de l'arbre vers l'orchidée. Donc on a dit que l'orchidée n'était pas parasite de racines, mais elle est indirectement quand même nourrie par des racines autour. C'est ce réseau, ici, que vous voyez, qui est utilisé par ces plantes. Alors, voilà, je dis juste un truc, je ne vais pas montrer mes outils. Aujourd'hui, on est en train de découvrir que tout un tas de plantes de sous-bois, d'autres orchidées, comme les épipactis, mais aussi des pyrroles, qui sont des éricacées, tout un tas de plantes de sous-bois qui sont vertes, sont en fait en partie hétérotrophes. Et même si ça ne se voit pas, une partie de leur carbone vient de champignons, qui sont les mêmes que ceux qui colonisent les arbres qu'il y a au-dessus. Et du coup, là, vous avez une parfaite adaptation au sous-bois forestier, qui est une adaptation basée sur l'exploitation du réseau mycorhizien. Donc sur la structure des systèmes microbiens dans le sol. Alors ces hétérotrophies partielles ou totales, qui sont des adaptations à la vie en forêt, on pourra en reparler à l'occasion. Le but ici est de conclure. Bon, on a vu que ça, c'est joli, mais c'est assez monotone par rapport à ça. Ça, c'est beau, parce que c'est divers taxonomiquement, c'est divers fonctionnellement, c'est divers en interaction avec le minéral ou le vivant. Le problème du sol, c'est que c'est beau, mais vous avez vu, c'est un peu trop petit pour être vu, c'est un peu trop opaque. Vous voyez, c'est pas translucide, donc on va pas se mettre dedans. Et puis c'est sale. Alors ça, c'est un problème culturel, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais c'est là qu'on met les morts, c'est là qu'on enterre ses déchets, c'est sale. Bon. Souvent, j'ai envie de venir sur une conférence avec une chemise cachée de tête. C'est pas sale, c'est pas sale, c'est différent. Et d'ailleurs, quand on a faim, il vaut mieux manger de la terre que des plantes, on ne sait pas. De plus,
cet objet, même s'il y a des obstacles épistémologiques que je récapitulais, il est observable au quotidien parce qu'il y a des effets que l'on peut voir sur les coupes de sol ou la surface du sol, que l'on peut voir dans la végétation, il y a des conséquences fonctionnelles que l'on peut observer. Et donc vraiment notre rôle de pédagogue, il est là, il est de prendre ces choses ingrates et de montrer leur importance, et au fait, par quelques points, comment elles ont, sinon de la joliesse, au moins un pouvoir explicatif important ou des conséquences pour le quotidien. Je voudrais terminer en vous disant quelque chose, un mot que m'a dit un de mes meilleurs amis, et bon, un de mes meilleurs amis malgré tout, mais c'est un collègue de la Société botanique de France, qui est haut responsable d'une boîte de produits phytosanitaires. C'est un très très bon naturaliste, hein. C'est probablement un de nos meilleurs fleuristes pour les graminées. Il me dit, oui, oh, de toute façon, tes histoires de sol, c'est sympa, mais pour nous en agronomie, le sol est un problème. Et il m'expliquait qu'on peut très bien faire des cultures hydroponiques, ça se passe mieux, il n'y a pas de pathogènes, il n'y a rien. Moi, j'arrive pas à comprendre comment une société peut sécréter une vision où le sol est un problème, alors que les plantes sont le résultat de 400 millions d'années d'évolution avec le sol. Et nous, indirectement aussi, puisque je vous rappelle que nous sommes le résultat, pour ces animaux terrestres, d'un petit loin de 400 millions d'années d'évolution avec les plantes. Donc, il y a là des concepts à retourner complètement. Il y a une société qui va mal parce qu'elle n'a pas compris que certes, on peut court-circuiter la logique, arriver à des résultats corrects avec des logiques qui ne correspondent pas à la logique évolutive du système, mais en termes de durabilité, la question c'est arriver à mobiliser ce que les plantes mobilisent depuis 400 millions d'années et à le manipuler. C'est beaucoup moins simple que de répandre des produits chimiques, c'est clair, mais c'est plus, comment on dit, durable, soutenable. Voilà. Et j'espère que ce marathon, entre quelques idées récentes, n'était pas insoutenable.